Ils ont des diplômes, mais pas de vision. Ils ont des titres, mais plus de racines. Ils gouvernent des peuples qu'ils ne comprennent plus, dans les langues qu'ils n'ont pas choisies, avec des idées qui ne viennent pas d'eux. Nos élites, ces enfants d'un monde décentré, se sont éloignés du tronc ancestral pour courir après les feuilles mortes venues d'ailleurs. Et quand le vent du monde souffle, elles ne savent plus d'où il vient. Jadis, le pouvoir était une charge cosmique. Le chef, c'était celui qui savait parler au ciel et écouter la terre. Aujourd'hui, le pouvoir est un marché, une carrière, un privilège sans âme. Alors, une question se pose, grave, essentielle. Cette déconnexion des élites africaines est-elle simplement une erreur de parcours ou le signe d'une rupture cosmique, d'une fracture entre l'humain et le principe divin? Dans cette émission, nous irons au fond du gouffre pour comprendre comment s'est opérée cette cassure et surtout comment la refermer. Car sans reconnexion avec la Mahat, sans restauration du lien entre le visible et l'invisible, entre l'intellect et l'esprit, aucune reconnaissance ou alors aucune renaissance africaine n'est possible. Et c'est justement pour en parler que j'ai le plaisir de recevoir un esprit rare, un chercheur transversal, un esprit multiple, le frère Manson Frank, polymathe, qui viendra à la lumière de la sagesse kamite décrypter les racines et les remèdes de cette grande rupture africaine. Bienvenue, madame, messieurs, chers téléspectateurs dans Sagesse Kamite, là où la parole retrouve sa source et la pensée son axe. La déconnexion des élites africaines, rupture cosmique ou trahison culturelle, telle est la thématique que nous allons aborder ce matin dans le cadre du nouveau numéro de votre émission Sagesse Kamite. Mais avant de le présenter et entrer dans le vif du sujet, permettez-moi de prendre la bande qui annonce Kemet Reconnexion 2026 et je vous retrouve juste derrière. Retour sur le plateau pour accueillir mon invité. Je l'ai dit, c'est un polymathe, le frère Manson Frank. Otep frère, et bienvenue. C'est un plaisir pour moi de te recevoir pour la toute première fois sur les antennes de Kemet Télévision. Bonjour, bonjour, monsieur le journaliste. C'est un plaisir également pour moi de participer à votre émission. Nous saluons également vos nombreux téléspectateurs et nous espérons être à la hauteur de leur attente. Voilà. Et qui mieux que toi-même pour te présenter aux téléspectateurs? Bon, en fait, je me définis au fur et à mesure que je me laisse instruire par la sagesse, par la lumière, comme un esprit. Un esprit représentatif de la conscience collective, l'intérêt collectif.
C'est comme ça que je préfère vraiment me définir et je laisse vraiment le soin aux uns et aux autres de découvrir un peu les profondeurs, la pertinence de ce qui se construit. Cette modestie contribue justement de la sagesse dont tu parlais tout à l'heure. Alors frère, nous allons entrer dans le vif du sujet et la première question est celle de savoir, dans la conception kamitualo-africaine du monde, le pouvoir n'est pas seulement social mais cosmique, participant de la Mahad. Alors selon toi, comment expliquer la perte de cette dimension métaphysique du pouvoir dans la formation des élites africaines modernes? Merci pour la question extrêmement pertinente. Je vais commencer, avant de prendre une image, par nous définir déjà ce que c'est que le pouvoir. Exactement. Le pouvoir, c'est le savoir. Le savoir renvoie à la connaissance. Et la connaissance, plus loin, renvoie à l'être. Donc, si vous voulez, le pouvoir, c'est l'intelligence. Le principe créateur, principe générateur, principe harmonisateur de l'univers. Le pouvoir. C'est ça en fait le pouvoir. À ne pas confondre avec ses attributs. Mais seulement nous vivons dans une société aujourd'hui qui est capitaliste. Et ce qui fait que les individus qui sont au sommet de la pyramide sociale, je les appelle les architectes sociaux, pour des besoins de contrôle et de gouvernance, ils vont donner une fausse conception du pouvoir à la masse de la population, mais ils vont garder à eux la conception, je peux dire, plus ou moins réelle, véritable du pouvoir. Et ce qui fait que pour alimenter dans le système capitaliste, on va faire croire aux larbins que le pouvoir c'est le fait d'avoir de l'argent. Le pouvoir c'est le fait d'avoir des maisons, c'est le fait d'avoir des voitures, c'est le fait d'avoir un certain nombre de choses, sur le plan matériel. Sur le plan matériel, mais pourtant c'est pas ça le pouvoir. Dès lors qu'on vous a donné cette fausse conception du pouvoir, comme c'est dit dans le livre de l'art de la guerre de Sun Tzu, qui dit que pour contrôler son ennemi, il faut l'orienter vers une fausse cible. Vous allez courir à la recherche du pouvoir, mais sans jamais accéder au pouvoir. Mais par contre, vous allez être des ressources d'exploitation qui seront utilisées pour alimenter le système capitaliste. Ce système, dans le fond, qui profite aux architectes sociaux. Donc aujourd'hui, l'Occident en est la première représentation. Donc quand on parle en fait du pouvoir, le pouvoir c'est le savoir c'est la connaissance c'est l'être. L'être avec grand E, ou alors si vous voulez l'esprit avec le E majuscule, le grand E. Et on sait très bien que ça renvoie au principe générateur de l'univers, pour ne pas dire, s'il faille que nous employons des termes connus de la grande majorité des personnes, Dieu. C'est lui en fait le pouvoir. Donc dès lors qu'on vous a déconnecté de lui, on vous donnera une fausse conception de pouvoir, mais qui n'aura rien à voir avec le pouvoir. C'est pourquoi j'ai des exemples simples que je prends, parce que des exemples qui sont connus de la plupart d'entre nous. Voyez-vous ce qui est dit. Aujourd'hui, Nicolas Sarkozy est condamné en France sur la base de ce qui s'était passé lors de la campagne. On parle du financement de sa campagne par Kadhafi. Et certains disent que c'est lui qui aurait participé à l'assassinat de Kadhafi. Or, voyez-vous que Kadhafi avait beaucoup d'argent. Il avait beaucoup d'éléments matériels, on peut le dire comme ça, le pétrole et tout ce qui va avec. Et c'est d'ailleurs lui dont on dit, si on s'en tient aux informations qui nous sont données par certains médias, qui aurait financé la campagne de Nicolas Sarkozy. Moi, je dis souvent aux gens, si le pouvoir c'était l'argent, mais Sarkozy n'aurait pas eu raison sur Kadhafi. Vous voyez, le pouvoir, c'est pas l'argent. Ça n'a rien à voir avec les rudiments de l'univers. Le pouvoir, en fait, c'est la connaissance, compréhension, on peut dire qui tire sa racine ou alors qui tire son essence du principe créateur. Et maintenant, pour répondre à votre question, pendant que j'y réfléchissais tout à l'heure, il y a une image qui revenait dans mon esprit, à savoir, voyez-vous, vous rentrez dans une forêt et vous coupez une branche sur un arbre. Vous ramenez cette branche à la maison et vous la modulez. C'est-à-dire la branche que vous ramenez à la maison, vous pouvez la tailler, la moduler, la transformer. Donc la transformer selon votre guise. À votre guise, voilà. Et vous pouvez lui donner la forme d'une chaise. Voyez-vous,
pensez-vous que cet arbre soit encore en mesure, dont je vais parler de la chaise, soit encore en mesure de se reconnecter à son environnement initial? C'est une question à laquelle je laisse le soin à chacun d'y répondre. Exactement. Et ce qu'il faut savoir, c'est que nous dégageons en fait la puissance ou alors la vibration de notre environnement d'appartenance. Et c'est la raison pour laquelle quand vous prenez par exemple une branche qui est encore, on peut dire, accrochée, liée à un arbre en brousse, elle est beaucoup plus, on peut dire, entre guillemets, forte, puissante, résistante, contrairement à une branche qui a été coupée, qui est ramenée dans un environnement qui n'est plus connectée à la matrice centrale. À la matrice centrale, à la matrice initiale. C'est la raison pour laquelle elle a une durée de vie, ou alors, oui, la branche a une durée de vie limitée, très limitée. Dans le fond, on n'a plus affaire au même produit. Et c'est ce qui, en fait, nous renseigne un peu sur la condition, aujourd'hui, de l'élite africaine. Ce qui faisait autrefois la puissance de l'élite africaine, c'est que cette élite, dans le fond, on peut dire, était la projection de la nature, était la projection de l'environnement. Donc, on peut dire, ils étaient l'incarnation visible, observable de l'environnement. L'environnement qui ne se limite pas au niveau des arbres, de la végétation, derrière l'environnement, il faut rentrer dans sa dimension métaphysique pour comprendre que quand on parle de l'environnement, on rentre dans un univers, on peut dire, de conscience. Donc, ils en étaient essentiellement la projection, alors l'incarnation. Voilà. Et c'est ce qui faisait en fait les forces et les puissances. Maintenant, dès lors que ils ont été déconnectés déjà par le biais de la colonisation. On en viendra justement. Oui, on s'est rendu compte qu'ils ont perdu toute la vibration qui leur était propre. Voilà. Pour récapituler ce premier jet, le pouvoir est le savoir, et du savoir, on a la connaissance, et de la connaissance, on a l'être. Voilà, exactement. Maintenant, frère, sur la question de la formation mentale des élites, de nos élites notamment, la colonisation n'a pas seulement déplacé les frontières, elle a reprogrammé également les esprits. Peut-on parler d'un formatage cognitif occidental ayant transformé les élites africaines et en interface plutôt qu'en conscience? Ils ont été transformés, je peux dire, en une conscience artificielle, mais également en interface. Parce que, voyez-vous qu'aujourd'hui, la plupart des pays africains fonctionnent comme des nations satellites. Ce sont des nations satellites, en fait. C'est-à-dire ces nations sont, on peut dire, le fruit de l'imagination des nations dites, entre guillemets, puissantes. Parce que la plupart des dirigeants des pays africains, quand vous observez un peu leur schéma de pensée, nature de compréhension, nature de conscience, ils sont la fabrication en fait de laboratoires occidentaux. Bon, j'entends ici par laboratoires occidentaux, les écoles occidentales, les universités, le reste. Les différents systèmes. Les différents systèmes, voilà. Mais ce qu'il faut rappeler, c'est que ça obéit à un projet bien précis, bien planifié. Tout à l'heure, nous parlions de la société capitaliste. On vous dit, en sociologie de l'éducation ou alors en pédagogie, on vous dit que la politique éducative définit le type d'homme dont la société a besoin. La politique éducative définit le type d'homme dont la société a besoin. Et vous savez que nous sommes dans un monde aujourd'hui qui est capitaliste. Ce qui fait donc que les politiques éducatives ont été pensées en fonction de ces objectifs qui ont des visées capitalistes. Vous voyez, ça veut dire que dans le fond, vous comprenez que l'éducation occidentale n'est pas faite pour fabriquer des intelligences, non, pour construire des intelligences. On fabrique ce que les Occidentaux appellent vulgairement le consommateur. Le consommateur. Mais seulement, on ne peut pas vous le dire de manière ouverte, au risque de détruire votre consentement. Exactement. Vous voyez, ce qui fait que les arguments qu'on va vous tendre, c'est qu'on vous éduque pour vous sociabiliser, faire de vous une intelligence, afin que vous puissiez vous insérer dans la société. Mais quand on cherche à s'insérer dans la société, c'est pourquoi on fait? Mais c'est pour consommer, n'est-ce pas? Parce qu'on veut tout simplement se conformer aux normes et aux paradigmes occidentaux, normes de richesse, normes de réussite, normes de beauté, ainsi de suite. Donc ce qui fait que on vous donne une fausse conception de l'éducation, on ne vous sert pas l'intention véritable, on vous sert une intention
dont vous avez l'impression qu'il sert vos intérêts. Mais pourtant, celui qui vous sert cette intention sait très bien que c'est son intérêt que ça sert. Exactement. Vous voyez, donc on crée dans ce consentement. Donc ce qui fait que l'école, en fait, c'est une fabrique d'une mentalité, d'une conscience, d'une compréhension artificielle qui est faite pour alimenter le système capitaliste. C'est la raison pour laquelle quand l'État, au niveau global, au niveau universel, vote son budget, il n'a pas de l'argent. Mais qu'est-ce qui le crée? C'est le contribuable. Mais le contribuable, c'est quoi? C'est cette mentalité qui est en mouvement au quotidien. Ce qui vous met en mouvement au quotidien, ce sont les repères que vous avez reçus. Vous avez reçu des repères de richesse, des réussites. Que vous mettez en application. Vous activez chaque quotidiennement pour vous y conformer. Et plus loin, vous construisez la puissance hégémonique, en fait, de ces nations-là. Donc, vous comprenez donc que c'est cette démocratisation de l'éducation, notamment par le biais de la colonisation, qui a participé, en fait, à déconnecter les élites africaines de la source. Rappelez-vous comment est-ce qu'ils procédaient. Quand ils arrivaient, les élites qui étaient intuitifs refusaient parfois d'envoyer leurs enfants à l'école. Et ils étaient forcés à coups de matraque, à coups de bâton. Et qu'est-ce que les colons faisaient à l'époque? On prenait quelqu'un, on envoyait son enfant à l'école et c'est lui en fait qu'on nommait chef des œuvres. On lui donnait des voitures, on lui donnait un ensemble d'éléments. Et c'est ça en fait qui finissait par créer le consentement chez les autres. Et à mesure donc que nos élites, et je peux dire les descendants, se sont définis, se sont identifiés à partir de ces éléments de consommation, maison, voiture, argent et tout ce qui va avec. C'est ainsi en fait qu'ils ont perdu toute la puissance, alors on peut dire toute la vibration qui était leur propre. Parce qu'il faut rappeler quelque chose que vous ne reflétez que la vibration, bien la puissance des éléments à partir desquels vous vous définissez. Ou alors les éléments de votre environnement d'appartenance. Voyez-vous que quand vous observez la nature, selon qu'elle a été organisée et structurée, la lune dégage une vibration que une maison ne dégage pas. Le soleil dégage une vibration que une voiture ne dégage pas. Vous voyez, parce qu'on dit, on peut dire, ce sont des éléments qui sont verticaux, qui sont en haut. On est simplement là dans les symboliques. Or, les élites, avant, justement, l'arrivée des Occidentaux, ils se définissaient à partir de la nature, plus loin. Voilà. Vous voyez bien, on peut dire une personne morale, une conscience morale, un esprit. Donc, ce qui fait qu'ils dégageaient toute la vibration, on peut dire, de la nature. Mais dès lors qu'on les a reprogrammés, les amenant à se définir à partir des éléments horizontaux, vous voyez bien qu'ils ont perdu, en fait, la vibration qui leur était propre. Donc, ce qui fait que la vibration que l'on dégage aujourd'hui, c'est la vibration des maisons, c'est la vibration des voitures. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle on est attiré. C'est ce qui explique cette convoitise et cette attraction que les maisons, les voitures, les habits exercent sur la plupart de nos élites. Et ça fait le bonheur, en fait, des multinationales. Parce que la plupart des éléments qu'on consomme, ce n'est pas déjà nous qui les fabriquons. D'où la naissance de ce capitalisme-là. Oui, bien sûr, on alimente le capitalisme. Il est né, on peut dire, bien avant leur arrivée. Mais maintenant, ils ont voulu fabriquer la ressource qui devait alimenter, en fait, ce système-là. Et il fallait justement qu'ils programment, c'est-à-dire par la démocratisation de l'éducation, que l'on crée une mentalité sur laquelle ce système capitaliste va se reposer pour perpétuellement s'alimenter. Donc, c'est un élément qui explique, en fait, la déconnexion de ces élites. Et un autre point que je ne voudrais pas laisser passer, c'est que, voyez-vous, comment est-ce qu'ils ont procédé? Ils ont commencé par transformer l'environnement. Vous voyez, l'environnement fait partie des outils pédagogiques. Vous comprenez? Parce que quand on parle, par exemple, de la beauté, on parle de la richesse, ce sont des normes, on peut dire, importées. Mais généralement, ces normes et paradigmes sont représentés par l'architecture. N'est-ce pas? L'architecture sociale. Parce que la beauté, vous la voyez à l'extérieur. Vous voyez qu'on a organisé un environnement en fonction justement des objectifs. Donc, ils ont crassé les routes, ils ont réorganisé, remodulé l'environnement, parce qu'ils savaient très bien que c'est cet environnement qui devait façonner en fait la conscience et la compréhension dont ils avaient besoin pour davantage alimenter les systèmes capitalistes. Donc l'architecture en fait, c'est un outil de domestication, c'est un outil de programmation. C'est pourquoi vous allez voir que nous sommes dans un monde où, à mesure que vous vous découvrez à partir de votre dimension intérieure, à partir de l'homme ontologique, vous n'êtes plus séduit, vous n'êtes plus attiré par les centres urbains. Exactement. Les centres urbains sont des foyers dans lesquels vous pouvez venir reprendre, apporter de la lumière, mais vous n'êtes plus attiré, vous n'êtes plus sous l'attraction en fait des centres urbains. Peut-être pour sortir, j'ai vécu un témoignage avec des amis il y a cela quelques jours. Je me suis retiré sur mon temps de la capitale pour des moments de méditation, pour ne pas dire de réflexion. Et
quand je suis arrivé au sommet, j'observais la ville de Yaoundé. J'avais là un regard, une observation panoramique de la ville de Yaoundé. Et j'ai dit à les amis, est-ce que vous voyez ce que je vois? Parce qu'en fait, vous voyez que Yaoundé ne dégage plus la même vibration qu'elle peut dégager. Elle n'a plus la même attraction qu'elle peut avoir sur vous. Parce que ce que vous voyez, en fait, c'est quoi? Vous voyez des toitures. Vous voyez un environnement, je peux dire, qui est totalement réduit. Et donc tu es au-dessus. Et vous êtes au-dessus. Donc vous pouvez, comme si vous pouvez le mettre dans votre poche. Et c'est une symbolique très très forte. Comme vous dites qu'à mesure que vous vous élevez en conscience et en compréhension, l'environnement social, l'architecture sociale qui a été importée n'exerce plus en fait de l'attraction sur vous. Elle ne peut plus vous contrôler. Et là, vous pouvez devenir un instrument qui commence à éclairer les autres. Voilà frère, avant de poursuivre, pour terminer avec cette question, comment peut-on faire pour désactiver justement ce conditionnement, notamment de nos élites? C'est une question extrêmement intéressante, mais déjà, ça nous amène un peu à ressortir la structure en fait de l'humain. La structure de l'humain. C'est que, vous voyez, chacun de nous, tel que nous sommes là, nous avons deux dimensions. Nous avons la dimension intérieure, siècle du pouvoir, de la puissance, parce que cette dimension intérieure, elle vient du grand E, principe initial. Et nous avons la dimension extérieure. Cette dimension extérieure, c'est elle qui est rattachée à l'environnement social. C'est elle qui est dépendante de la matrice sociale. C'est elle qui est sous la convoitise des éléments de la matrice sociale. Mais la réalité de chacun de nous, ce n'est pas la dimension extérieure. Le problème, c'est que le système capitaliste alimente cette dimension. C'est lui, en fait, qui construit cette dimension extérieure. Cette compréhension qui se rattache au corps. Pour des besoins de survie, nous l'avons dit tout à l'heure. Voilà, c'est un outil économique, la personnalité juridique qui se reflète par le corps. Mais la réalité de nous, c'est la dimension intérieure. Le problème, c'est que, à mesure que vous vous définissez et vous alimentez la personnalité intérieure, vous étouffez l'homme intérieur. La personnalité extérieure, vous étouffez l'homme intérieur. Donc, par l'éducation que j'appelle programmation, conditionnement, on a greffé là un artefact. Ce personnage juridique, cette personnalité artificielle, on l'a greffé au-dessus en fait de la cellule souche, voilà, qui vient de très loin. Donc vous comprenez donc que pour désactiver ça, il faut en fait donc des êtres de lumière qui ont cette grande capacité de réveiller la dimension intérieure qui est endormie. Cette dimension intérieure dans le fond qui tire son essence du divin. Donc c'est une question de réveil. Réveil de la dimension ontologique, pour ne pas parler de l'éveil de conscience. À ne pas confondre avec ce que d'aucuns appellent l'éveil de conscience. Parce que quand vous observez la société, comment elle fonctionne, on confond généralement les réclamations et les revendications. Rapport à l'amélioration des conditions de vie, à l'éveil de conscience. C'est pas ça l'éveil de conscience. Toutefois que vous voyez un peuple ou une population dans les réclamations et les revendications, c'est pas une population éveillée. Comme c'est le cas actuellement au Cameroun. Il n'y a pas de l'éveil. C'est pas bien le cas même en Afrique de l'Ouest. C'est pas de l'éveil. Je vous le dis comme ça. Parce que dès lors que vous répondez aux besoins de ces populations, vous pouvez les mener comme vous menez un chat ou alors un chien. Donc vous répondez aux besoins. C'est pas ça de l'éveil. C'est pas de ça que je parle. Je parle en fait du sursaut ontologique. La prise de conscience que moi Jean, moi André, moi Franck, moi Alain, je ne suis pas le corps. Le corps c'est comme un véhicule et à l'intérieur il y a un chauffeur. La réalité c'est le chauffeur parce que c'est le chauffeur qui est supposé mener le véhicule. Mais on sait comment nous nous comportons quotidiennement. Mais on est mené par les désirs du corps, par les passions du corps. Vous voyez, par les besoins du corps. Ce sont les passions, les désirs, les besoins du corps qui pilotent les populations au quotidien, qui déterminent les ambitions, qui déterminent les démarches quotidiennes. Ça prouve en fait qu'on est mort de l'intérieur. Cette dimension, elle est crucifiée, si vous voulez. Vous voyez? Donc, à mesure qu'il y ait des esprits éclairés, que j'entends par des véritables leaders, des personnes qui se définissent et qui ne se pensent qu'à partir de la dimension intérieure ontologique, qui tire son essence du grand E, ces personnes, ce sont des acteurs de réveil. C'est pas eux, en fait, que l'on peut réveiller. Vous pouvez réveiller une famille, réveiller une population, réveiller une nation, réveiller une communauté de personnes. Donc, on a besoin, en fait, d'un groupe de personnes qui soit vraiment l'incarnation du mât, si vous voulez, comme vous l'appelez. Ou alors, moi, je préfère du grand E, parce que c'est lui, en fait, qui a la capacité de réveiller. C'est-à-dire, c'est pas l'artefact social. Donc, je parle là du logiciel social. Il n'est pas fait pour eux. D'ailleurs, que quand on lui parle du réveil, il ne sait même pas véritablement ce que c'est. D'accord, frère. Convoquons la dimension épistémologique. Nos élites
raisonnent à partir de paradigmes importés, sans référentiel africain propre. Faut-il créer une épistémologie africaine de la gouvernance, un mode de pensée et d'agir fondé sur la logique de la Mahat, donc c'est-à-dire la justice, vérité, équité, et non sur celle de l'Occident, par exemple, comme tu viens de le dire. Vous posez une question extrêmement pertinente. C'est la raison pour laquelle, comme nous rentrons dans l'univers politique, nous devrions en fait l'aborder du point de vue métaphysique. Parce que dans le fond, tout est spirituel. Hein? Tout est spirituel. La conception que l'on a de la matière, c'est une interprétation électrique du cerveau. C'est d'ailleurs prouvé dans la physique quantique. Exactement. C'est une interprétation. Le téléphone que nous avons là, c'est de l'énergie, puisque ça part de la pensée d'un ingénieur. Les maisons, c'est de l'énergie. Ça part de la pensée d'un architecte. Tout est énergie, tout est information, donc tout est spirituel. Vous voyez, mais le conditionnement fait chacun en sorte son niveau de vibration. Chacun a son niveau de vibration, exactement. Mais le conditionnement fait en sorte que l'on ne sait pas la spiritualité de la matière. Vous voyez? Alors pourtant, je dis bien, tout est spirituel, tout est énergie. Ce qui fait que même quand on parle de la politique au sens réel, vrai de son thème, est essentiellement spirituel. Voilà. C'est pas en faisant une école politique, allez même à des sciences politiques, voilà, que vous serez un fin politicien. Et c'est ça en fait le malheur de nos États, le malheur de nos dirigeants. Vous voyez, il y a cette fameuse formule qu'avait développé un penseur qui disait E égale à MC carré. E égale à MC. Quand on dit E, ça renvoie à quoi? Vous êtes exactement structuré comme l'univers. Le E, c'est votre pensée. Le MC carré, c'est la masse, le corps que l'on observe. La réalité de vous, c'est la pensée. Imaginez que je vienne vous comprendre à partir de votre bras ou de votre pied. Est-ce que je peux avoir une connaissance claire de vous? Absolument pas. Parce que pour vous comprendre, je dois pénétrer votre pensée, votre système de pensée. Je dois le pénétrer pour l'apprécier. Et ce qui revient à dire que quand on parle de la politique, on parle de la gestion de la cité. Dans les définitions classiques, ordinaires, la gestion de la cité. Mais la cité, elle est métaphysique. Quand on dit E, c'est pourquoi on dit que la société ou bien l'État, c'est avant tout une personne morale. Donc, quand on dit E égale MC carré, l'architecture sociale, c'est le MC carré. C'est la représentation du E. Ça veut dire que vous ne pouvez pas... Qui est la matière, la masse. La matière, c'est qui est la masse, c'est ça en fait. Donc, vous ne pouvez pas être un bon gestionnaire, un bon politicien, si vous ne développez pas les facultés à partir du E. Très bien. Parce que c'est le E qui est la base. Mais le problème, c'est que quand on vous programme comme docteur en sciences politiques, on vous programme comme docteur en philosophie, comme docteur en ceci, professeur en cela, mais vous pensez que vous êtes une intelligence, mais pourtant vous n'en êtes pas. Vous êtes comme une simple pièce que l'on a programmée dans un véhicule ou alors dans un téléphone pour jouer un rôle dans un système. Mais mécanique. Mécanique, pour jouer un rôle de manière mécanique dans un système. Il n'y a pas d'intelligence dedans. J'ai l'habitude de dire aux gens que quand on parle d'un intellectuel, rentrons même dans des définitions sociales. On vous dit c'est quelqu'un qui est doté de facultés exceptionnelles, lui donnant la capacité de transformer l'environnement. Très bien. Vous voyez, c'est ça. Mais vous voyez, on dit qu'il y a des intellectuels au Cameroun, en Afrique. Mais qu'est-ce qui explique donc le paradoxe? Le fait que, malgré cette pléthore d'intellectuels, l'Afrique soit dans les caniveaux. Ça veut dire qu'on les a menti qu'ils sont des intellectuels. Voilà. Ils ne sont pas des intellectuels, au sens pur du terme. Parce que quand on dit intellectuel, c'est un dérivé du concept intelligence. Vous êtes l'une des fonctions de l'intelligence, mais l'intelligence renvoie à quoi? Mais ça renvoie au principe créateur. Vous ne pouvez pas être la projection, le reflet du principe créateur et que quelqu'un d'autre vienne vous phagocyter. Vous voyez, quelqu'un d'autre a la capacité de vous coloniser. Et c'est ce qui nous amène à comprendre que même nos élites, bien qu'ils dégageaient une certaine puissance avant l'arrivée des colons, ils n'étaient pas connectés au principe. Ils étaient connectés à la nature, mais ils n'étaient véritablement pas connectés au principe. Parce que vous ne pouvez pas être connecté au principe, être le reflet du principe, et que quelqu'un puisse avoir raison sur vous. Exactement. Exactement. Mais est-ce que aussi... comment dire ça? Est-ce que le fait que ils sont arrivés, nous avons utilisé à la fois cette nature-là et, en fait, comment je vais dire ça? Je vais tout simplement dire que la vibration qui était nôtre vis-à-vis de la leur, est-ce que cette vibration-là, même ne serait-ce qu'au niveau de la nature, sans convoquer déjà le grand E,
est-ce qu'à partir de là, de cette vibration-là, on ne pouvait pas les absorber comme une éponge absorbe, c'est-à-dire le mal, et que, in fine, on ne voit pas des répercussions aussi négatives telles qu'a vécu le continent africain? Le monde fonctionne sur la base du rapport de force. Ce sont les vibrations élevées qui absorbent les vibrations moins élevées. On parle du principe de l'attraction. Ce que vous décrivez, c'est plutôt l'inverse qui s'est fait. C'est pourquoi aujourd'hui, quand on parle de l'Afrique, l'Afrique n'existe plus. Peut-être c'est un sujet que nous aurons l'occasion de développer Justement. après. Parce que quand on dit l'Afrique, ou alors on dit Franck, ou bien on dit Niamsi. Mais Niamsi, ce n'est pas le visage. Niamsi, ce n'est pas la couleur de la peau. Il faut aller au-delà du visage pour voir la nature de la conscience qui s'exprime. Cette conscience découle-t-elle du principe initial ou alors c'est une conscience importée, fabriquée par des repères éducatifs? Vous voyez? Donc ce qui se passe, c'est quoi? C'est que la société, elle est stratifiée, elle est structurée. C'est pourquoi vous voyez qu'on vous représente parfois la société sur la base de la pyramide. Les pyramides égyptiennes, les pyramides maçonniques. Ça veut dire qu'on a le sommet, on a là des élites et on a souvent là l'œil qui symbolise en fait ce qu'eux ils considèrent comme Dieu, si vous voulez. Et on a la base. Ce qui se passe, c'est quoi? C'est que aussi longtemps que vous vous rapprochez de l'œil, mais nous disions tout à l'heure que vous dégagez la vibration, c'est-à-dire qui est le propre de l'œil. Mais celui qui est donc à la base, bon, il dégage également la vibration relative à son environnement proche. Donc ce qui fait que l'élite d'antan et les colons étaient tous représentatifs de la même nature de vibration, de conscience, à la seule différence que les autres étaient dans des fréquences beaucoup plus avancées. Voilà, au niveau de fréquence. Un niveau de fréquence beaucoup plus avancé que l'élite africaine d'antan. Et c'est justement parce qu'ils étaient à un niveau de fréquence plus avancé, dans des fréquences supérieures, contrairement aux élites africaines d'antan, qu'ils ont eu la capacité en fait de les domestiquer, de les conditionner. C'est ça en fait la politique au sens réel. Ça veut dire que vous deviez développer les facultés à partir du grand E. Parce que c'est le développement des facultés à partir du grand E. C'est le grand E qui vous donne l'inspiration en rapport avec l'organisation de la cité. Et je tiens à rappeler que avant l'Occident, il y a eu des nations qui ont gouverné le monde. Bien sûr. Qui se sont imposées sur la terre et qui ont toujours eu pour ambition se soumettre une partie des populations s'ils ne pouvaient pas se soumettre toute la terre. On a connu par exemple l'Égypte. L'Égypte, la position qu'occupe aujourd'hui l'Occident, c'était la même position qu'occupait l'Égypte. L'Égypte pharaonique, justement. Pharaonique. Et avant même l'Égypte, on a connu les nations cananéennes. Et vous voyez, et faut-il encore que nous le rappelions que l'Occident, idéologiquement parlant, tel que vous l'appréciez aujourd'hui, ce n'est que le paroxysme de la culture égyptienne. J'ai dit c'est le paroxysme de la culture égyptienne. Parce que je dis encore que quand on dit Henri, il peut avoir la couleur blanche, Franck peut avoir la couleur noire, Jean peut avoir la couleur jaune. Mais si vous allez au-delà du visage, vous allez voir que vous avez affaire aux mêmes individus, vous avez affaire à la même conscience. C'est d'ailleurs ce qui explique le fait que l'ancien président américain Barack Obama avait dit, mais nos différences sont apparentes. Tous les peuples de la terre se croisent sur un dénominateur commun. Et il avait dit le bien-être matériel. Ça veut dire que par l'éducation, plus loin, la mondialisation, en lien avec la démocratisation de l'éducation, mais on a créé un marché. L'Afrique aujourd'hui, c'est un marché. Donc quand vous voyez les Africains disent nous sommes Africains, c'est d'ailleurs la raison pour laquelle même les mouvements panafricains n'arrivent à rien. Parce que dans le fond, on connaît où taper pour créer parfois les divisions, les séparations. Vous voyez, il y a des télévisions dont je ne voudrais pas nommer qui aujourd'hui sont tombées. Parce que les gens qui se pensaient comme des panafricains, on est venu, on a coopté certains à qui on a donné de l'argent et on a créé des divisions. Le fameux, on a divisé pour mieux régner. Donc les Africains doivent aujourd'hui comprendre que dans le fond, il n'existe pas. Ce qui est là, c'est la conscience, c'est la mentalité occidentale, personnification des normes et des valeurs occidentales. La preuve en est que, à l'époque de nos anciens, même si ils n'étaient pas à des fréquences aussi élevées que les colons, la conception qu'on avait de la richesse renvoie-t-elle aux mêmes éléments de la conception qu'on a de la richesse de nos jours? Par exemple, que si vous prenez une élite africaine de cela 100 ans, si tu lui posais la question de la richesse, c'est quoi? Il te donnerait certainement une définition de la richesse qui n'a rien à voir. Qui n'a rien à voir avec la conception que les Africains vont vous donner. Mais sur quelle base vous dites que vous êtes des Africains? Parce que tous les éléments, les critères de définition de la richesse sont importés.
Vous voyez, il faut comprendre que l'on n'est que mentalité. Et même le développement de façon générale. Même le développement, c'est pourquoi on n'y arrive jamais à rien. Jamais, parce que le développement, dans le fond, il est essentiellement vertical. C'est la connexion avec le grand E. Verticalité qui vous donne de l'inspiration pour identifier l'environnement, les éléments de l'environnement, les évaluer et même les transformer. Voyez-vous, vous avez tout, l'or, le pétrole, le diamant, mais vous êtes pauvre, vous êtes en même temps riche, en même temps pauvre, parce qu'on n'est pas en mesure de transformer les éléments de l'environnement. D'abord même les identifier. Vous voyez, ce sont toujours les multinationales qui viennent vous dire qu'ici, là, il y a telle matière. Et c'est lui qui vous dit ce que ça vaut. C'est lui qui a de l'expertise technologique. L'expertise technologique, vous ne pouvez pas parler de politique sans expertise technologique. Vous ne pouvez pas parler de politique. Moi, je dis, ces derniers temps que, mais en Afrique, quand on observe, c'est de la débrouillardise politique. C'est pas de la politique. On ne peut pas parler de la politique au sens pur de son terme sans expertise technologique. Parce que c'est l'expertise technologique qui vous donne la capacité d'identifier les éléments de l'environnement, les évaluer et les transformer. C'est la transformation des éléments de l'environnement qui donne la capacité d'organiser et de structurer l'environnement. Vous voyez? Donc c'est ça. Donc en fait, je pense qu'il faut un sursaut ontologique en Afrique. Et pour que ce sursaut ontologique se fasse, il faut également qu'il y ait vraiment une nouvelle classe, l'émergence d'une nouvelle classe de leaders. Pas des leaders qui se définissent à partir de la matière, de l'argent, mais des gens en fait qui se pensent comme des esprits et qui construisent cette dimension spirituelle. Et c'est pas eux en fait que le grand mât, si vous voulez, le grand E, peut faire son entrée dans... Alors frère, quel contraste si on va sur le postulat selon lequel les Africains, les Kamides, les Noirs sont les premiers arrivés sur la terre, étant les premiers à expérimenter le grand E, justement, mais comment une société comme celle occidentale, venant plus tard, et ayant justement cette fréquence vibratoire plus haute que ceux quand même qui se rapprochent du grand E, et donc ayant une communication avec l'invisible qui est justement le côté spirituel. Comment est-ce que ça se fait? Je vous ai pas bien perçu. Donc c'est-à-dire, tu dis que l'Occident vient avec une fréquence vibratoire plus haute que la nôtre. Nous partons du postulat selon lequel nous sommes les premiers à arriver sur cette terre. Nous sommes les premiers à connaître, entre guillemets, ou à expérimenter le grand E dont on parle. Nous sommes les premiers, justement, à avoir une communication avec l'invisible, avec l'au-delà, donc c'est-à-dire la spiritualité. Par quelle alchimie est-ce que cette société occidentale vient avec une fréquence vibratoire plus haute que la nôtre pour nous absorber comme ça s'est passé? Vous posez une question extrêmement complexe, profonde, qui va choquer le cœur. Je l'ai dit tout à l'heure, si les Africains, avant l'arrivée des Occidentaux, étaient véritablement connectés au grand E, ils en seraient la projection. Le grand E, c'est le pouvoir, c'est la force absolue. Mais le grand E n'aurait pas eu la capacité de les domestiquer, de les coloniser. La colonisation, c'est la domestication, en fait. Vous voyez? Et il faut comprendre que l'univers, il est structuré, stratifié, je le disais tantôt. Ce qui fait qu'il y a des fréquences de conscience et de compréhension. Mais ces fréquences de conscience et de compréhension ne renvoient pas forcément au principe initial. Vous pouvez être connecté au représentatif d'une fréquence avancée qui fait toujours partie de l'univers, pensant que vous êtes connecté au principe initial, mais pourtant vous ne l'êtes pas. Je ne sais pas si vous percevez ce que j'ai dit. Parce que si vous êtes véritablement connecté au principe initial, vous avez le pouvoir. Par définition, vous êtes la projection du pouvoir. Et personne ne peut vous imposer sa culture. C'est pourquoi, quand on dit aujourd'hui des mouvements kamites, panafricains, il faut aller un peu au-delà de la sémantique pour voir à quoi est-ce que ça renvoie réellement. Parfaitement d'accord. C'est très important. Quand aujourd'hui on dit par exemple l'Occident, ou bien la France, il faut aller au-delà de l'architecture pour voir la pertinence vibratoire qui s'exprime. Exactement. Dont la nature n'est pas opposée à celle de l'Égypte ancienne. Fondamentalement. Voilà. Et vous pouvez donc comprendre que c'est ce qui nous renseigne à suffit que les prétendus kémites de l'époque n'étaient pas la représentation du principe. Vous ne pouvez pas être la représentation du principe et qu'une force qui vous est inférieure advienne à vous domestiquer. C'est possible, c'est comme si vous domestiquez le principe. Ce n'est pas possible. C'est-à-dire que les gens enlèvent ça de leur tête. Je pense que nous sommes à l'heure du découvrement.
On dit dans nos cultures Massola. Vous voyez, c'est l'heure du découvrement. Que les gens arrêtent de rêver en pensant qu'ils sont, alors ils étaient la représentation du principe. Vous ne pouvez pas être la représentation du principe et subir le monde. Est-ce qu'il n'y a pas d'autres éléments qui sont entrés en jeu au-delà, n'est-ce pas, du psychique de l'être humain comme toi et moi? Par exemple, la nature dans son évolution peut avoir ses réalités et faire basculer une civilisation à une autre civilisation. Je suis parfaitement d'accord avec toi sur ce point. Ça relève justement des mutations sociales. Quand vous étudiez attentivement l'histoire des civilisations, de la civilisation, nous le disons tout à l'heure, c'est pas toujours l'Occident qui a été la première puissance cosmique, comme c'est le cas aujourd'hui. Nous avons dit tantôt qu'avant l'Occident, il y avait l'Égypte. Avant l'Égypte, il y avait Canaan, la Nubie, et ainsi de suite. Il y avait même l'Éthiopie. Il y a tellement de nations qui ont occupé. Ça veut dire que nous sommes dans un monde où, chaque fois qu'un peuple s'est le plus rapproché de l'œil, qui ne renvoie pas forcément au grand E, si vous voulez, en des termes simples, ce que les autres considèrent comme Dieu, qui n'est pas Dieu pour moi. Voilà. Parce que si c'était Dieu, on ne vivait pas dans un monde où les autres s'élèvent en conscience et ils gardent les autres dans les ténèbres. Dieu, c'est la lumière. Il tomberait dans l'injustice. Bien sûr. Il n'est pas anthropomorphique. Exactement, vous comprenez. C'est pourquoi c'est pas Dieu. C'est pourquoi ce qui est défini aujourd'hui comme l'intelligence qui tire sa racine, c'est pas de l'intelligence. L'intelligence, c'est la lumière. La lumière, elle vient pour éclairer. Elle éclaire. La lumière ne fait pas des autres des ressources sur lesquelles elle s'appuie pour se positionner. Vous comprenez? Exactement. Voilà. Donc, dans l'histoire des mutations de la civilisation, chaque fois, toutefois qu'une nation s'est élevée à développer une certaine proximité avec le grand E, elle s'est toujours imposée. Elle a imposé son dictat sur la terre, du moins dans une partie de la terre. Vous voyez? Et c'est ça en fait. C'est pourquoi je disais tantôt qu'avant l'Occident, il y a eu d'autres nations qui avaient fait pareil. Vous voyez, selon les mutations sociales, il est vrai qu'il est déterminé justement par le grand E, selon que l'Occident aussi s'est le plus rapproché de l'œil qui est au-dessus de la pyramide, que j'appelle le petit et la verticalité inférieure, elle s'est aussi imposée. Mais elle s'est imposée à qui? Mais elle s'est imposée aux autres nations qui elles-mêmes étaient représentatives de la même nature de conscience. Parce que si vous êtes représentatif de la conscience supérieure, le grand E par définition, personne ne peut vous imposer sa culture. Vous êtes la lumière, vous êtes le repère de la terre. Vous voyez? Justement, je te relance fait en te posant la question de savoir, est-ce que le rapprochement de l'élite ou alors de l'Occident vers cet œil-là s'est fait de façon consciente ou inconsciente? Sinon, comment comprendre l'hégémonie qu'ils imposent sur pratiquement toutes les nations et notamment les nations africaines aujourd'hui? Parce que à l'époque, quand l'Afrique justement était la première puissance mondiale, l'Afrique n'avait pas ce genre de comportement, ce genre de caractère vis-à-vis de son semblable. C'est pour ça que je pose la question de savoir, est-ce que le rapprochement de l'Occident là était fait expressément ou alors c'est la nature justement qui les a... Ce que vous posez est complexe, ça se fait toujours de manière consciente. Vous ne pouvez pas vous développer à partir d'un point vertical et être inconscient. Vous n'êtes pas un chien. Avant de fabriquer les bombes comme ça pour détruire l'humanité. Mais c'est pourquoi je vous dis que ce point vertical-là ne renvoie pas forcément au grand E. J'y insiste là-dessus. Justement, ce qui le révèle la suffisance, c'est que vous fabriquez des bombes pour détruire. Et les politiques en rapport avec l'armement révèlent que vous êtes habité par la peur, par la crainte. C'est un mécanisme de défense. Le grand E a-t-il peur? Le grand E, le vrai, le Dieu, le vrai, développe-t-il des mécanismes de défense? Il se défend contre qui? Puisqu'on dit que c'est lui qui pilote tout l'univers. Vous comprenez? Ce sont des questions extrêmement complexes. Donc, ça s'est fait toujours de manière consciente. Et maintenant, pour répondre au deuxième volet de la question, c'est que les nations africaines étaient exactement dans la même démarche. L'Égypte, on a vu. Oui, c'est l'Afrique, non? L'Égypte se soumettait, voulait se soumettre, avait pour ambition de se soumettre à la terre. Alors, cette différence qu'aujourd'hui, les moyens à partir desquels l'Occident agit semblent être beaucoup plus puissants que les moyens avec lesquels les autres agissaient. C'est la raison pour laquelle les moyens aujourd'hui, ils ont eu la capacité, on peut dire, de coloniser toute la terre. Fonction aussi de la profondeur de leur rapprochement avec ces fréquences supérieures, qui ne renvoient pas, j'insiste, au grand E. Mais plutôt à l'œil. À l'œil. Parce que l'on ne peut pas que la représentation du grand œil, c'est vous-même qui l'avez dit, et développer des bombes, développer des mécanismes de défense.
Le grand œil se défend contre qui? Puisque c'est lui le principe. Puisque c'est lui le principe. Vous comprenez? Donc c'est ça. Donc ce qui fait que ces nations-là, dans le fond, ils avaient développé une certaine proximité avec des fréquences. Mais leur développement n'était pas arrivé au niveau où le développement des nations d'aujourd'hui se situe. Exactement. C'est ça qui explique le fait qu'on n'avait pas pu, ils n'avaient pas pu, en fait, on peut dire, envahir la terre. Leur invasion était limitée. Contrairement aux nations occidentales d'aujourd'hui qui ont des moyens technologiques beaucoup plus avancés et qui en fait se sont donné la capacité, la possibilité en fait de se soumettre tous les peuples de la terre. La terre aujourd'hui est idéologiquement occidentale. Qu'on ne vous montre pas qu'il y a 4 cultures, qu'il y a 1000 cultures, qu'il y a 1000 civilisations, c'est pour tromper. Ce sont toujours des mécanismes qui ont été développés pour tromper. Dès lors que tu penses que ta culture est différente de la mienne, mais il est difficile que nous nous constituions une entité unique pour défendre un intérêt commun. De nos jours, la culture est unique. La culture, la civilisation est unique. Il n'y a pas de civilisation africaine, de civilisation chinoise, de civilisation américaine. Non, c'est fait pour tromper. Vous comprenez? L'élite mondiale sait très bien que la civilisation est unique. Quand on parle de la civilisation, allez voir la définition de la civilisation, vous voyez comment les peuples de la Terre se comportent. Tous les peuples de la Terre, dans le fond, vibrent à partir des mêmes paradigmes, à partir des mêmes normes. Tout le monde pense à la richesse, renvoyant aux éléments horizontaux, comme renvoyant aux éléments horizontaux. La preuve en est que essayez de faire un voyage. Partez du Cameroun, vous vous retrouvez par exemple en Indochine. Vous croisez un Indochinois. Vous lui posez la question à savoir c'est quoi la réussite, c'est quoi la richesse. Il va vous donner une définition en s'appuyant sur certains éléments ou certains critères. Refaites le même voyage, vous allez en Océanie, dans un autre bout de la Terre, vous croisez un autre individu, vous lui posez la même question. Les définitions seront aux antipodes. Même, exact, ils seront similaires. Ils seront similaires. Les éléments de définition à partir desquels celui de l'autre bout du monde va vous donner de la richesse et celui de... Vous allez voir que vous avez affaire au même individu. C'est pourquoi on parle de sur le plan horizontal. Oui, c'est pourquoi on parle de la mondialisation, la démocratisation. Donc c'est à cela que l'éducation a servi. C'est pourquoi vous allez voir que dans les pays développés, on met un accent particulier sur l'éducation. Quand vous n'envoyez pas vos enfants à l'école, mais vous avez affaire à l'État. Vous allez rendre compte à l'État. Parce que l'État sait très bien que ce n'est pas l'éducation qui fabrique les individus conformément à ses objectifs. Donc le fait de ne pas envoyer l'enfant à l'école, vous êtes une menace pour la survie de l'État. Parce qu'on sait que vous pouvez lui donner des repères qui sont aux antipodes des repères que l'État veut vous donner. Justement, encore qu'il faut redéfinir la notion d'éducation en fonction du paradigme de chaque peuple. Bien entendu, selon son contexte. C'est pourquoi je parle beaucoup plus de programmation. Quand je parle d'éducation, c'est pour qu'on me perçoive. Que l'on comprend que ce que l'on appelle éducation, c'est pas dans le fond de l'éducation, c'est une programmation, c'est un conditionnement. C'est un peu comme un chien. Quand vous sortez un chien de la brousse, mais qu'est-ce que vous faites? Vous le sociabilisez. Est-ce que ça change sa nature de forme? Non. Mais le problème, c'est que vous adaptez sa nouvelle mentalité en fonction de vos objectifs. D'accord, frère, on va rester sur le plan politique. Dans l'Afrique ancienne, le chef, je ne vais pas dire chef aujourd'hui parce que pour moi c'est un terme péjoratif au continent, je vais dire, le monarque était d'abord gardien de l'équilibre, mais pas détenteur de la richesse, comme tu le disais tantôt. Comment traduire donc cette notion de gouvernance sacrée dans les institutions modernes sans tomber dans le romantisme ou l'utopie culturelle? Dans la gouvernance actuelle, ceux qui sont considérés comme l'élite, pour ne pas dire chef, ils savent très bien que le pouvoir est surtout et avant tout vertical. Et c'est la pertinence relative au développement à partir d'un point vertical qui vous donne le contrôle de l'environnement. C'est pourquoi il y a d'aucuns qui disent que c'est le spirituel qui contrôle le matériel. Vous comprenez? Quand vous voyez aujourd'hui, par exemple, les pays occidentaux, pour la plupart, ce sont des pays qui n'ont rien. Mais pourquoi sont-ils considérés comme des pays riches, des pays puissants? C'est parce qu'ils ont développé des facultés à partir du E, le petit E. Je préfère le dire ainsi. La verticalité inférieure. Et ils savent très bien que quand on parle de la richesse, ça renvoie en fait à ce point. La richesse est spirituelle, essentiellement spirituelle. La richesse est spirituelle. Essentiellement, c'est cette spiritualité qui vous donne le contrôle sur ce qui apparaît comme matériel.
Oui, ils le savent très bien. Hein. C'est la raison pour laquelle eux, ils travaillent à développer des facultés. Mais les autres, on vous oriente ailleurs. On vous dit la richesse, c'est les maisons, c'est les voitures, c'est de l'argent et tout et tout. On sait que vous n'allez jamais consacrer du temps pour vous construire du point de vue. Ça veut dire qu'on ne peut pas reconnecter les élites africaines à leur matrice sans passer pas. Aussi longtemps qu'il n'y a pas un éveil de rééducation conscience. spirituelle, exactement. Un éveil de conscience. Ou alors, si vous voulez, éducation. Parce que c'est l'éducation spirituelle qui éveille, en fait, l'embryon qui est à l'intérieur. N'est-ce pas? Pour ne pas parler de la cellule souche. Et cette cellule souche qui est un réceptacle, on peut dire, qui vient du principe. Vous voyez, la différence avec l'élite d'antan, c'est que, et comme il se définissait pas à partir des éléments horizontaux, à partir de la nature, c'est ce qui explique le fait que ce sont des personnes qui n'étaient pas accrochées aux éléments horizontaux. Et le fait de ne pas être accroché, de ne pas être accroché aux éléments horizontaux vous donne la capacité de mieux les administrer, de mieux les redistribuer. Si vous pensez la richesse à partir des éléments horizontaux, vous ne pouvez pas être un bon dirigeant. Exactement. Parce que vous allez consacrer ces éléments horizontaux sur vous, sur votre petite personne, sur votre clan d'amis, sur votre famille. Vous voyez? Parce que pour vous, c'est la richesse, c'est la sécurité, c'est le pouvoir. Mais pourtant, quotidiennement, les événements et les expériences nous révèlent que ce n'est pas la richesse ou bien le pouvoir. C'est ce qui se passe en fait. Donc, l'élite africaine aujourd'hui souffre de cette déconnexion avec la source. Qu'elle soit cosmique ou alors même du grand E. Mais aujourd'hui, nous autres, nous ne voulons pas reconnecter les gens à partir du petit E. Nous travaillons à compter à partir du grand E. Parce que ce que vous devez comprendre, quand je vois la plupart des politiques des pays africains penser le développement à partir des paradigmes horizontaux, je ris. Vous n'allez jamais vous développer. Parce qu'ils ont travaillé à ce que vous n'accédez jamais au développement. Exactement. Parce qu'ils savent que si vous accédez au développement, vous sortez de leur contrôle, vous sortez sous de leur emprise. Or, pour que l'Afrique, justement, soit autonome, soit véritablement autonome et constitue un repère pour les autres nations, il faut une poignée justement d'individus alors de l'élite qui va plutôt développer les facultés s'élever à partir du grand E. Et ce n'est que par cette connexion que vous pouvez supplanter même les nations. À travers les outils qui sont siennes. Bien sûr, à travers les outils qui sont les nôtres. Voilà, madame, monsieur, chers téléspectateurs, vous êtes sur les antennes de Kemet Télévision et vous suivez votre émission Sagesse Kamit avec le frère Manson Frank. C'est un polymathe, c'est ça, donc c'est-à-dire il a une connaissance holistique d'un certain nombre de choses. Je propose, frère, que nous prenions un verre d'eau du côté de la régie. Question de souffler un peu et puis on se retrouve juste derrière pour poursuivre avec notre émission. À tout de suite. Ils ont traversé les mers pour répondre à l'appel des ancêtres. En 2024, ils ont foulé la terre-mère. En 2025, ils ont renoué avec la flamme de la connaissance. Et en 2026, la reconnexion s'annonce encore plus grande, plus profonde, plus vibrante. Du 28 février au 10 mars 2026, Kemet Reconnexion revient au Cameroun, le cœur battant de l'Afrique éternelle. Viens recevoir le baptême Kamit, première clé de ton réveil spirituel. Découvre les mystères du Fa, initie-toi à la sagesse du Mbok et laisse l'Afrique réveiller la divinité qui sommeille en toi. L'Afrique t'appelle, le temps du retour est venu. Pour toute participation, Kemet Reconnexion 2026, le rendez-vous du retour sacré. Kemet Télévision éveille la conscience, éclaire la voie et reconnecte les âmes du monde à la source originelle. Bien, le retour sur le plateau, une fois de plus avec mon invité pour poursuivre, n'est-ce pas, cet entretien. Alors, frère, sur la dimension psychologique, cette déconnexion des élites ne traduit-elle pas une psychose de dédoublement identitaire où l'individu africain vit entre deux mondes, celui des ancêtres et celui du colon, sans jamais habiter pleinement aucun? Tu as passionnément donné une réponse là-dessus, mais nous allons entrer en profondeur. Vous posez là une question tellement intéressante, tellement pertinente.
C'est pourquoi j'ai l'habitude de dire qu'aujourd'hui, l'Afrique, ce sont des nations hybrides. Totalement hybrides. Et c'est ce qui explique le fait que même nos lois, les lois fondamentales, constitution et autres, quand vous les lisez attentivement, ces lois ont un caractère hybride. Et c'est pourquoi on dit souvent, il y a un terme là, on dit, je ne vais pas dire à couteau tiré, on est souvent, je peux dire, dans l'embarras, très souvent, quand on veut interpréter parfois ces lois. Voyez-vous par exemple la question justement de l'immatriculation des terres, du titre foncier. Quand vous voyez la législation sur l'immatriculation des terres, vous voyez bien qu'il y a de la dualité. C'est-à-dire qu'il y a l'aspect coutumier et il y a également l'aspect juridique. Je dis même dans la Constitution, vous allez voir. Et c'est ça parfois qui donne lieu à des débats interminables. Parce que la particularité de cet être social artificiel, c'est que c'est quelqu'un qui ne vibre que pour son intérêt personnel. Ce qui fait que, selon que l'interprétation d'une loi s'appuyant beaucoup plus sur le côté traditionnel l'arrange, ben, il va s'y accrocher. Et s'il est face à quelqu'un dont l'interprétation arrange beaucoup plus ses intérêts en s'appuyant sur le côté de la modernisation, pour ne pas dire juridique, il va également s'y accrocher. Il y a en fait ce syncrétisme-là. Et la question est de temps plus intéressante parce que ça me rappelle un peu, j'ai l'habitude de côtoyer des gens qui se pensent comme des panafricains, comme des camés, ceci, cela, et qui vous parlent du projet civilisationnel. Que l'Afrique, pour que l'Afrique aujourd'hui s'élève, il faut un projet civilisationnel. Nous devons sortir en fait de la civilisation dite occidentale et nous devons nous construire à partir des repères qui nous sont propres. Mais la confusion que j'observe, c'est ici que vous voyez quelqu'un qui vous parle du projet civilisationnel, mais c'est la même personne qui défend en fait son titre de docteur. Vous voyez, son titre de juriste, c'est la même personne qui défend en fait son statut d'intellectuel à partir justement des critères importés. Je ne sais pas si vous voyez la confusion. Quelqu'un vous parle d'un projet civilisationnel, les politiciens vous parlent des projets civilisationnels, mais ce sont les mêmes personnes qui pensent le développement à partir des mêmes repères, à partir des repères importés. Ouais, c'est la raison pour laquelle on n'arrive jamais à rien. Et ce n'est pas que nous ayons des problèmes avec des doctorats ou bien des docteurs. Même avant l'arrivée des colons ici, il y avait un docteur, des docteurs. Mais c'est quoi un docteur? Mais c'est quelqu'un qui est construit du point de vue spirituel. C'est la pertinence. Et ce n'est pas justement la programmation sociale que l'on couronne par un parchemin. Vous voyez? C'est lui qui a la capacité de transformer son environnement. Bien sûr. Donc, docteur, nous n'avons pas de problème. Mais quel est le contenu qu'on y met? Et vous ne pouvez pas parler de projet civilisationnel en définissant l'intelligence à partir des critères importés. Mais vous parlez finalement de quoi? Vous voyez en fait cette, comment dirais, cette compréhension, cette pensée hybride, comment est-ce que ça nous joue tellement de salto? Bon, c'est la raison pour laquelle on est plongé, on est en pleine confusion. Même quand aujourd'hui on parle des traditions, mais ça n'a plus rien à voir. On dit souvent, on est à califourchon. Rien à voir. D'ailleurs que l'objectif pour lequel les gens font des traditions au village, des traditions au village, vous allez voir que c'est pour se conformer au paradigme toujours occidentaux. Vous voyez, par exemple, à l'ouest, quand quelqu'un vous dit il va faire les créations, faire les crânes, mais c'est pour que les affaires marchent bien en ville. Vous voyez, ce n'est pas pour se connecter. Mais absolument pas. Écoutez les anciens, quand ils faisaient les trahisons, c'était pour renforcer ces liens justement avec la nature. Effectivement. Avoir cette capacité d'organisation du village, en lien avec la préservation de l'intérêt collectif dans le bien-être de la communauté. Mais vous voyez qu'aujourd'hui, ce n'est plus le cas. C'est pourquoi nous avons justement organisé un événement ici à Kemet Télévision qui s'appelle Kemet Reconnexion. Et les uns et les autres de par le monde entier viennent se reconnecter avec la source ancestrale. Non pas pour leur propre personne, pour leur famille ou leur communauté, mais se reconnecter pour être en phase justement avec cette source-là africaine. Il ne s'agit pas, nous avons, tu seras d'ailleurs invité, je peux te le dire, tu seras invité pour parmi les animateurs de la conférence d'ouverture
de la 3e édition qui sera entre le 28 et le 10 mars 2026. Donc, on en discutera pour les thématiques. Maintenant, frère, sur la question du symbolisme, dans plusieurs traditions africaines, perdre la tête symbolise la perte du lien avec l'esprit. Peut-on dire que nos élites ont perdu la tête cosmique du continent et que leurs décisions sans ancrage spirituel sont devenues mécaniques et chaotiques? On peut prendre l'exemple de beaucoup de peuples africains, notamment les peuples dans lesquels, ou alors les pays dans lesquels il y a des mouvements populaires. Il y a par exemple le Cameroun, il y a la Côte d'Ivoire à côté de nous, il y a Madagascar, il y a les pays de l'AES et autres. Je vais répondre par votre chute. Et qu'est-ce qui explique les mouvements dans la plupart des pays? Ce n'est pas l'éveil de conscience. Ce sont des frustrations, c'est de l'aigreur, c'est la déception qui inspire tous ces mouvements. Pourquoi? Aigreur de qui vis-à-vis de qui? J'y arrive. D'accord. Parce que la plupart des populations, selon le conditionnement éducatif dont elles sont l'objet, ne se définissent qu'à partir des éléments de consommation. Or, nos politiques n'ont pas travaillé, il est vrai, elles n'en avaient même pas suffisamment de moyens pour aménager l'environnement de telle sorte que cet environnement soit en mesure de répondre aux besoins de l'ensemble. Donc, c'est en fait des réclamations, revendications relatives à l'amélioration des conditions de vie, la consommation, qui expliquent en fait tous ces mouvements que l'on observe. J'ai l'habitude de poser la question aux gens, mais quand je vois des gens fustiger, par exemple, le chef de l'État, certaines élites, je me dis, il n'y a pas d'intelligence dedans. Si au moins les gens s'offusquaient des dirigeants parce que les dirigeants n'ont pas travaillé à élever leur niveau de conscience, ça serait beaucoup plus rationnel. Mais les gens s'offusquent tout simplement du fait qu'on ne leur a pas donné uniquement à manger. Vous voyez, c'est pas que nous nions l'importance du manger, mais la vie ne se résume pas au manger. C'est un accessoire qui nous accompagne vers la vie. Vous comprenez? L'être humain n'est pas un animal. Nous ne sommes pas des animaux. La politique qui voudrait qu'on donne à manger aux populations, c'est une politique qui s'inspire du code noir de Napoléon. Napoléon avait développé cette politique pour mettre des esclaves dans des conditions de telle sorte que ces esclaves soient de plus en plus rentables. C'est pourquoi il pouvait nourrir l'esclave, on pouvait l'habiller, on pouvait le soigner, on pouvait lui donner une maison. Est-ce que c'était pour l'esclave? Ce qui est dommage, c'est que les Africains, c'est ce qu'ils réclament. Vous voyez, toutes les politiques tournent tout autour de l'amélioration des conditions de consommation. Je pense que c'est un narratif qu'il faut déconstruire. Les populations ne sont pas des animaux. Il faut travailler à construire la pertinence psychologique des populations. D'ailleurs, ce qui est dommageable, c'est que ce sont les élites africaines, on peut dire elles-mêmes qui entretiennent en fait cette façon de se penser. Parce que quand quelqu'un occupe une fonction régalienne, mais il se sert de l'argent qui doit servir à l'intérêt collectif pour consommer. On va s'acheter des maisons, des voitures, des habits. Voilà, vous voyez. Bon, et c'est ça en fait qui crée l'imaginaire des petites populations. Ce paraître là. Ce paraître, c'est ça qui crée. Donc ce qui fait qu'il ne faut pas aussi vous plaindre que ces populations soient dans ces réclamations. Parce que ce sont ces Africains eux-mêmes, on peut dire, qui amplifient en fait cette façon de se penser. Ça c'est une chose. Et l'autre volet de la question, c'est que quand on parle de la tête, au sens pur de son thème, la tête renvoie en fait à la verticalité. C'est le grand E. Exactement. La tête, c'est le guide. La tête, c'est le repère. N'est-ce pas? C'est le siège, on peut dire, de l'intelligence. On est là dans des symboliques. La tête, le cerveau, c'est le guide, c'est le repère. Mais qui est le guide, qui est le repère, si ce n'est le grand E, si ce n'est le principe? Ça veut dire que si vous êtes connecté à lui, donc vous êtes sa projection, son émanation, son reflet, vous êtes son incarnation dans un espace social. Exactement. Et vous constituez la nation guide, la nation repère, une nation modèle. Et si c'est le cas, aucune nation ne peut vous imposer ses valeurs et ses repères, comme ça a été le cas en Afrique. C'est pourquoi je peux me poser la question à savoir si l'élite africaine d'antan était vraiment la tête. Certes, la pertinence qui était observable
on peut dire, était mieux que ce que l'on observe aujourd'hui. Justement, il y avait un certain épanouissement. Il y avait un certain épanouissement. C'était beaucoup. C'était même pas d'ailleurs comparable à ce qui est observé aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, on a affaire au chat. Bon, je le dis vraiment comme ça parce que les gens qui ne pensent qu'à consommer, à manger, dans le fond, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas vraiment différents des végétaux. Or, l'élite d'antan, même si elle n'était pas connectée au grand E, il y avait au moins une sorte de pertinence. Un rapprochement. Un rapprochement, voilà, un rapprochement, une sorte de lucidité. Et c'est ce qui expliquait en fait la pertinence même de l'organisation et la capacité justement de gouverner sur ces populations-là. D'accord, frère. Sur la dimension socio-économique, l'économie moderne, fondée sur la compétition de l'accumulation, est-elle comparable ou alors compatible avec la philosophie de la Mahat, ici, Mahat entendue par l'ordre, justice et vérité, qui repose sur la complémentarité et la redistribution? Comment une élite connectée pourrait-elle repenser une économie d'équilibre plutôt qu'une économie de domination? Il n'y a absolument aucune compatibilité avec une société de consommation et je peux dire une organisation du point de vue spirituel. La société de consommation entretient le système capitaliste. Elle participe à pérenniser la civilisation qui est là. Or, cette civilisation, dans le fond, elle est conflictuelle. Quel est l'élément de division aujourd'hui dans nos familles, dans nos nations? Mais ce sont les éléments de consommation. Exactement. Vous voyez, le créateur est-il divisé avec lui-même? Pas du tout. Absolument pas. Vous voyez, donc il n'y a aucun rapport dans le fond. Or, si vous avez justement un groupe de personnes qui prennent de plus en plus conscience de leur dimension ontologique et qui développent les facultés les connectant à la source, vous avez là une vraie société, une société équilibrée. Et comme les gens de cette société ou alors la population ou alors l'élite ne se définit pas à partir des éléments de consommation, on se définit à partir du grand E, on n'a pas de la peine à redistribuer les éléments de la nature parce que c'est secondaire, c'est basique. On sait que ce sont des éléments qui ont été pensés par le grand E parce que ces éléments doivent participer à l'épanouissement de l'ensemble, pas à l'épanouissement d'une minorité de personnes. C'est pourquoi, ces derniers temps, j'ai l'habitude de dire dans les médias qu'il y a un narratif qui doit être déconstruit. Lequel? Ce narratif qui pense que c'est pas l'argent que l'on est. Je consomme donc je suis. Parce que le mode de gouvernance qui crée tout le désordre dans les pays africains part en fait de cette mentalité-là. Parce que vous avez à la tête des États des gens qui se définissent à partir des éléments de consommation. C'est pourquoi quand quelqu'un est député, quelqu'un est ministre, quelqu'un est président, mais tout ce qu'il se fait, ce n'est que consommer. Vous voyez? Et c'est pourquoi on ne reçoit aucune inspiration en rapport avec la politique au sens réel. Parce que l'inspiration ne vient pas de vous, elle vient d'un point vertical. Mais si votre préoccupation ne s'inspire pas justement de ce point vertical, vous allez recevoir l'inspiration conformément à votre environnement immédiat, conformément aux éléments à partir desquels vous pensez, vous vous définissez. Je vais faire une citation où j'ai dit ceci que la nature inspire à profusion ceux qui sont dédiés à la cause collective. Ça veut dire que si votre désir, c'est de travailler à élever le niveau de conscience d'une nation, organiser une nation, la nature va vous inspirer. On va reprendre cette citation qui est du frère Manson, c'est très important. La nature inspire à profusion ceux qui sont dédiés à la cause collective. Très bien. La nature inspire à profusion ceux qui sont dédiés à la cause collective. Ça veut dire par exemple que si votre désir, c'est de travailler à élever le niveau de conscience des populations d'un environnement donné, parce que c'est la conscience qui s'élève et c'est sur cette conscience que vous appuyez pour organiser l'environnement. Ne dit-on pas qu'une nation a des richesses qui sont patrimoine humain? La nature va vous inspirer, elle va vous donner des formules. Mais si votre désir, c'est d'avoir une grosse maison à Paris, à Washington, de payer des habits qui sont inspirés, estampillés Louis Vuitton, si c'est ça votre désir, mais vous allez recevoir l'inspiration. C'est-à-dire cet individualisme-là. Bien sûr, vous allez recevoir l'inspiration comment détourner aussi les deniers publics. Ce n'est que cette inspiration que vous pouvez avoir. Vous comprenez? Donc il faut déconstruire. On ne peut pas parler d'émergence, de développement aussi longtemps qu'il n'y ait pas eu redéfinition de paradigme. Par
paradigme de richesse, paradigme de succès, paradigme d'intelligence. Parce que dans le fond, la richesse, le succès, l'intelligence renvoient dans le fond à la verticalité. Exactement. Et si vous vous définissez à partir de la verticalité, il n'est pas possible que vous embrigadez les éléments de consommation qui doivent servir la cause collective. D'accord, frère. Nous nous acheminons inexorablement vers la fin de cette émission. Encore deux questions pour sortir sur le plan générationnel, justement. La jeunesse africaine, souvent en rupture avec les élites, cherche d'autres modèles spirituels, communautaires, technologiques. Alors, frère, sommes-nous à l'aube d'une mutation de conscience où l'intellectuel sera enfin réconcilié avec le sage, avec la nature? Ce qu'il faut déjà souligner, c'est que quand on observe la jeunesse africaine, pour la plupart, je ne sais même pas s'ils sont véritablement à la recherche d'une élite spirituelle. La jeunesse africaine, quand on l'observe, puisqu'elle est le prolongement de leur aîné, elle veut se conformer au paradigme en rapport avec la consommation. La jeunesse africaine. C'est pourquoi quand on voyait les jeunes aspirer aux mairies, aux députations, ministres, c'est pour manger, c'est pour consommer. Il n'y a pas en réalité un projet civilisationnel derrière. Et c'est le problème qu'on a justement avec les panafricanistes. Parce sûr. que c'est pas beaucoup, c'est pas pour la cause de l'Afrique qu'ils luttent, mais c'est pour leur cause personnelle, in fine, pour être des présidents de la République, pour avoir tel poste ou alors tel statut dans son pays respectif. Exactement. Et bien même quand il arrive que quelqu'un se retrouve dans la recherche d'un maître spirituel, mais c'est parce qu'il pense que ce maître spirituel va lui donner une portion de pouvoir pour qu'il puisse consommer. Exactement. Le souci, ce n'est pas de se développer. Et c'est pourquoi vous voyez donc que les régions occidentales ont fait beaucoup de mal à nos populations. Parce que justement, on va à la recherche d'un prétendu divin, parce qu'on veut s'y appuyer pour se conformer en fait aux paradigmes occidentaux. Vous comprenez? Et en fait, ça ne mène nulle part. Maintenant, j'ose croire que, et c'est d'ailleurs une conviction, qu'il y a un sursaut ontologique dans le monde. Il ne se fait pas qu'au Cameroun ou en Afrique, mais sur toute la terre. Parce que nous sommes dans un monde voilà qui est une bonne nouvelle. Arriver à sa phase d'accomplissement. Parce que la création, pour ceux qui ne le savent pas, n'est pas dans sa phase d'accomplissement. Vous voyez, la création est en cours d'accomplissement, de réalisation. Maintenant, pour accéder à la phase accomplie, mais cette accession se fait par quoi? Mais c'est par le biais des individus qui sont la représentation, on peut dire l'incarnation du pouvoir. C'est pourquoi vous allez vous rendre compte qu'il y a sur la terre, il y a un nouveau son de cloche, parce que ce sont des choses qu'on ne pouvait pas percevoir il y a quelques décennies. Et il y a un peuple qui est en train de s'éveiller dans le secret, mais seulement cet éveil doit atteindre le point critique. D'accord, frère. Pour terminer, sur la question de synthèse philosophique, parce que tu en es un philosophe, si la déconnexion des élites africaines est à la fois rupture cosmique et trahison culturelle, quelle voie, initiative ou alors initiative collective proposerais-tu pour restaurer l'unité entre le savoir, le pouvoir et le sacré, fondement même de la civilisation africaine ancienne, plus ou moins? Dans la réalité, là, on ne peut pas dissocier le pouvoir, le savoir et le sacré. Parce que je vous ai dit tantôt que le pouvoir, c'est le savoir renvoie à l'être, l'être, c'est le sacré. On ne peut pas vraiment les dissocier. Vous voyez? Et comme je l'ai dit, je pense que je n'ai pas manqué de le réitérer tout au long de l'émission. Nous avons besoin d'un sursaut ontologique. Cette poignée de personnes qui s'éveillent de l'intérieur et qui développent le lien avec des points verticaux, c'est par eux en fait que la lumière pénètre une nation. Vous avez lu peut-être le mythe de la caverne de Platon. Oui, on est dans une caverne. Mais il suffit qu'un seul sort, il voit la lumière, c'est par lui en fait que la lumière peut pénétrer la caverne. Le problème c'est quoi? Qu'est-ce qui biaise parfois l'éveil? C'est que vous ne pouvez pas vous élever dans des fréquences de conscience, de compréhension avancée si vous êtes prisonnier de l'immédiat. C'est pas possible.
Vous comprenez? C'est pas possible. Vous ne pouvez pas dire, vous allez vous développer du point de vue spirituel et en même temps vous êtes obsédé par le désir d'avoir beaucoup d'argent, de consommer. Ça ne marche pas. Non. C'est-à-dire que ceux qui sont dans cette démarche l'oublient. Vous pouvez avoir beaucoup d'argent parce que peut-être la nature en a décidé, mais vous allez rester à un niveau de compréhension très binaire, piètre. Et vous ne pouvez pas être utile pour vos familles alors pour vos nations. Donc ceux en fait qui le perçoivent, ils savent que pour s'élever, il faut totalement se détacher de la pesanteur. Regardez quand un avion veut décoller, mais il est sous le coup de la pesanteur. Le sol, c'est la pesanteur. Les bagages qui transportent les passagers, c'est la pesanteur. Mais à mesure que le pilote actionne sa pensée, que l'avion s'élève, vous voyez très bien que c'est comme si la force apaisantrice disparaît. Vous voyez? Donc c'est ça. On ne peut pas concilier les deux. Vous ne pouvez pas vous élever du point de vue spirituel si vous êtes dépendant, si vous êtes prisonnier en fait de la matière, ce qui apparaît comme matière. Et est-ce qu'en Afrique, nous en avons quand même s'ils sont peu, ceux-là qui ont pris conscience de leurs conditions ontologiques et font ce travail-là pour ne pas en profiter, mais plutôt peut-être pour les générations futures? Est-ce que nous en avons? D'ailleurs, que si on n'en avait pas, nous n'en serions pas là. Vous voyez, nous venons de faire une émission, ça veut dire qu'il y a une dynamique qui est enclenchée et qui va certainement atteindre son point critique de telle sorte que l'influence soit de plus en plus significative. D'accord. Infiniment merci frère. C'est moi qui vous remercie. Pour la sagesse que tu as distillée aux téléspectateurs et milliers d'abonnés de Kemet Télévision ce matin. Très certainement on va se retrouver demain dans le cadre du débat sur la thématique bon bref, on aura l'occasion demain, les téléspectateurs et autres vont découvrir vraiment. Infiniment merci et ça a été un plaisir pour moi de t'accueillir pour la toute première fois. On dit souvent, il y a un adage qui dit, ou alors c'est une citation, qui dit coup d'essai, coup de maître. Merci, je suis très content. C'est partagé. D'accord. Quand les élites se coupent de la source, les peuples errent dans l'ombre. L'Afrique ne manque ni d'or, ni d'intelligence. Elle manque de connexion cosmique, celle qui liait jadis le pouvoir à la Mahat, la science à la sagesse, l'homme à ses ancêtres. La véritable renaissance ne viendra pas des programmes politiques, mais du retour du sacré dans la conscience de ceux qui prétendent guider. Car un chef sans axe n'est qu'un corps sans souffle, et un peuple sans mémoire, un navire sans boussole. Le temps est venu de se réaligner, de redevenir les porteurs d'équilibre, non pour régner, mais pour servir la lumière du monde. Otep à ceux qui se reconnectent à la Mahat et cherchent debout dans la mémoire du cosmote. 3 fois Otep à vous, madame, monsieur, chers téléspectateurs, et à demain dans le cadre du débat dans l'émission Kamita, toujours avec le même plaisir.